Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, comme vous allez le remarquer. Ce sera le cas pour celle-ci et pour les prochaines, puisque en fait j'ai décidé de vous enregistrer cette vidéo en voix off, étant donné que je n'ai pas ma caméra avec moi pour les vacances, puisque je suis partie de chez moi. Donc voilà, cet épisode va être un petit peu spécial puisque vous allez entendre ma voix. Vous pouvez tout à fait l'écouter comme un podcast. Je vais aussi essayer de faire en sorte que ce qui se passe à l'écran soit suffisamment dynamique pour ceux qui veulent continuer à me suivre vraiment sous le format de vidéo. Et puis voilà, on va se retrouver comme ça pendant les prochains épisodes. En France, à la fin des années 70, un étrange fait divers agite la presse vosgienne puis nationale. En effet, de nombreux animaux de bétail sont retrouvés sauvagement mutilés, blessés, voire morts dans le pire des cas. Et ce qui au départ n'était qu'un entrefilet évoquant un loup ou un chien errant va virer à la saga médiatique, qui n'est pas sans rappeler l'affaire de la bête du Gévaudan quelques siècles plus tôt. Voici donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Tout a commencé dans la nuit du 27 au 28 mars 1977 à Domèvre-sur-Durbillon. Un éleveur de moutons retrouve 7 de ces bêtes égorgées, avec des empreintes au cou semblant indiquer la morsure d'un animal. Le 30 mars, dans la soirée, ce sont 10 bœufs qui sont attaqués. Puis c'est un jeune taureau qui devient victime le 16 avril, et 10 jours plus tard, ce sont 17 brebis et 4 agneaux qui sont retrouvés morts, et ainsi de suite. Alors qu'au départ on parlait d'un simple loup ou d'une meute de chiens errants, voire peut-être au pire d'un lynx, on commence à parler d'une bête. Une bête mystérieuse, effrayante et sanglante. Cette bête a plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle a une force phénoménale. Elle parvient à tuer des animaux qui font peut-être le triple de son poids ou à tuer beaucoup d'animaux en une nuit. Ces animaux, elle les égorge en les mordant au cou. On retrouve 2 perforations autour de la gorge et parfois une morsure à la cuisse. Elle tue, mais ne mange pas ses proies. Elle a également une intelligence hors norme. Lorsque des battues sont organisées ou que des tireurs sont embusqués pour l'abattre, elle est capable de déjouer tous leurs pièges, avec un instinct presque magique. La bête des Vosges, si elle n'a pas tout à fait le don d'ubiquité, comme celle du Gévaudan, est cependant capable de se déplacer sur de très grandes distances en des temps records. Elle frappe toujours par surprise à des lieux éloignés de ses précédentes attaques. Sa taille est décrite comme massive par ceux qui l'ont aperçue. On dit qu'elle ressemble à un loup, avec une fourrure rousse et grise, des oreilles pointues et la queue courte. Les empreintes de la bête retrouvées dans la terre sont d'une taille impressionnante. Elles mesureraient 8 cm sur 9. Le garde-chef Georgel estimait qu'elle avait à peu près la même carrure qu'un berger allemand, mais beaucoup plus de puissance. Elle devait peser dans les 80 kg et pouvait courir jusqu'à 80 km/h. 3 photographies de la bête ont été prises, mais elles ne sont malheureusement pas de très bonne qualité et ne permettent pas de déterminer exactement son espèce. S'agit-il d'un chien, d'un loup, d'un canidé ? Pour ce qui est de l'aspect, selon moi, elle ressemble fortement à un loup. Par contre, son comportement est plus typique du chien que celui du loup, selon le vétérinaire Jacques Ferry. Le loup tue pour se nourrir, il ne gâche pas, tandis que le chien a perdu cet instinct, et il peut tuer par jeu ou par plaisir de la chasse. Les mois se suivent, et la bête, qui n'a pas été stoppée, continue son carnage. Elle échappe aux battues et aux balles des fusils. Je vais vous lire un extrait d'un article de la Revue Lorraine de l'époque où la bête est genrée au masculin, je pense, parce qu'il l'a désigné comme un loup. Pris dans l'enceinte,
Amenés par les rabatteurs vers la ligne des fusils, ils s'arrêtaient d'elle à bonne distance et évitaient les chasseurs les uns après les autres, immobiles et tête levée. Il semblait repérer les fusils avec précision, attendant que les rabatteurs arrivent sur lui pour se couler sur le sol, franchir leur formation et, repartant en arrière, échapper à la chasse. On raconte même que lors d'une battue où l'on avait amené 4 chiens policiers, super entraînés à suivre des pistes, ils se seraient stoppés net et auraient refusé de suivre la piste de la bête, comme s'ils avaient beaucoup trop peur d'elle. Elle semble même esquiver miraculeusement toutes les balles qui lui sont tirées dessus. Jamais elle n'est touchée. La presse locale, qui s'empare de l'affaire et y voit l'occasion de vendre plus de papier, vient renforcer la peur des habitants de la région, à grands coups de superlatifs pour décrire la bête, et on bascule vite dans le mythe. Le bruit de l'affaire atteint rapidement la presse nationale, et évidemment, les journalistes parisiens saisissent à leur tour l'occasion de dépeindre la région des Vosges et ses habitants arriérés pour délecter leurs lecteurs. Les articles sont alors d'une condescendance rare. Moi qui vis depuis 10 ans en région parisienne, mais qui suis originaire d'un tout petit village rural français, je sais combien ce sont 2 univers à part, qui coexistent tout en ayant chacun une vision très très négative de l'autre, et ça même aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a 40 ans, ça devait être encore pire. Alors que les massacres continuent sans que personne ne puisse attraper la bête, certains lui attribuent des capacités hors du commun, et l'on commence à imaginer qu'un humain se cache derrière ses agissements. Peut-être que la bête a été dressée à tuer ? C'est une hypothèse qui rejoint celle qui existe déjà dans l'affaire de la bête du Gévaudan. On parle d'une étrange voiture qui aurait été aperçue à plusieurs reprises. S'agirait-il du propriétaire de la bête, qui la suit et peut-être la récupère dans son coffre après les massacres ? L'émergence des nouvelles technologies effraie également. On évoque l'hypothèse que la bête soit téléguidée, par une sorte d'émetteur, par ultrasons, toutes les pistes y passent. À cela s'ajoute aussi la peur de l'ennemi de l'époque, l'Allemagne et l'URSS en tête. La bête est-elle issue d'une expérimentation des anciens nazis ou des communistes ? La rumeur enfle rapidement, et la jalousie, voire la haine, se cristallise autour d'un homme, un dénommé Manfred Reinhardt, un industriel allemand, propriétaire d'un grand domaine à Addigny-les-Verrières, entouré par une réserve de chasse. Reinhardt n'était pas une personne appréciée dans la région. Lorsqu'il a acheté la propriété, il l'a fait clôturer, il a installé des sortes de miradors, bref, il s'est comme retranché dans son domaine. Les locaux surnomment le lieu le château, depuis que le propriétaire ne laisse plus entrer n'importe qui sur son domaine. À cause de cela, il devient l'ennemi des chasseurs, selon qui Reinhardt a enfermé tous les animaux, notamment les plus beaux cerfs, dans sa réserve, et qu'ils ne peuvent plus venir braconner. Et puis, bien entendu, le plus grand tort de Reinhardt est d'être allemand. C'est certainement sa nationalité qui l'a fait être autant détesté dans la région, car même si la guerre est finie depuis bien longtemps, la rancœur est toujours présente. La rumeur traîne selon laquelle Reinhardt était à la commandature d'Épinal pendant la guerre, ou qu'il était un général SS, ignorant le fait que le nom de Reinhardt est très répandu, et similaire à celui de Reinhardt, qui effectivement était un général de la Wehrmacht qui a traversé la région en 1940. On accuse alors Manfred Reinhardt d'être le propriétaire de la bête, qu'il aurait prise pour se protéger de ses ennemis et qu'il aurait laissé s'enfuir, causant ainsi les ravages dans les troupeaux environnants. Dans le Nouvel Observateur, on pourra lire en avril 1977 « L'Allemand du Grand Domaine, dont le manoir est plein de trophées d'éléphants, de grizzlies, de buffles massacrés aux 4 coins du monde, monte chaque nuit la garde, avec son fusil à lunettes, en haut des miradors type Auschwitz qu'il a dressés dans sa forêt. Il a acheté exprès 3 moutons pour servir d'appât. Bien vite, l'industriel devient le bouc émissaire de cette affaire. Il est victime des ragots, de la jalousie et d'un lynchage médiatique, sans qu'aucune preuve ne l'incrimine pour autant. L'affaire sera portée jusqu'au tribunal par Reinhardt pour se défendre. Peu de temps après, les attaques de la bête des Vosges cessèrent soudainement. Elles auront eu lieu jusqu'au début du mois de juin 1977. Quelques attaques seront quand même dénombrées jusqu'en 1978, mais beaucoup plus ponctuellement, et il est difficile de savoir s'il s'agit d'événements isolés ou si on peut les relier à la bête. La bête des Vosges disparut aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant derrière elle beaucoup de questions. Bien des années plus tard, en 1994,
On donnera à nouveau le surnom de la bête des Vosges à une louve qui attaquait les troupeaux de moutons dans la région. Puis un nouvel épisode meurtrier aura lieu en 2011. Ce qui, selon moi, démontre que tous les 15 ou 20 ans, il peut y avoir un prédateur plus féroce que d'habitude qui surgit, sans que cela soit une bête surnaturelle pour autant. Dans le film de Robin Hunzinger, La bête des Vosges, autopsie d'une rumeur, on retrouve de nombreux témoignages. Mais ce qui prime, ce qui ressort le plus de ces interventions, c'est le silence, le secret. Nombreux sont ceux qui témoignent, mais qui n'osent exprimer le fond de leurs pensées. C'est presque un fil conducteur du documentaire, ce lourd silence qui semble encore peser sur les habitants des Vosges. De quoi ont-ils peur ? D'être encore une fois tournés au ridicule ? D'être pris à leur tour en bouc émissaire ? Certains semblent penser que ce sont les chasseurs qui ont amené la bête dans la région, pour accuser Reinhardt afin de se venger et éventuellement de récupérer leurs accès au domaine des Verrières. Personnellement, je pense plutôt qu'ils se sont emparés de ce fait divers, voyant l'ampleur qu'il prenait, pour servir leurs intérêts. Selon moi, la bête des Vosges n'avait rien de surnaturel. Elle ne faisait pas partie d'un complot. Peut-être qu'il s'agissait d'un chien errant ou d'un loup, voire d'une meute qui a fait plus de dégâts que d'ordinaire et qui a servi ensuite de support à plusieurs engrenages. D'abord celui de la presse, qui a saisi l'occasion pour faire son beurre et qui n'a pas hésité à amplifier les faits, puis celui des querelles locales qui se sont envenimées. La vérité, on ne la connaîtra probablement pas. La bête des Vosges a acquis le statut de mythe. Elle restera cette entité mystérieuse à tout jamais. Et peut-être nous a-t-elle appris plus de choses sur la nature humaine que sur celle de l'animal. Et voilà pour l'histoire de la bête des Vosges, j'espère qu'elle vous a plu. Je me suis rendu compte en écrivant ce texte que à chaque fois que je vous parle d'histoire criminelle française ces derniers temps, ça se passe toujours dans les Vosges. Donc je sais pas ce qui se passe là-bas, mais décidément c'est véritablement un vivier à histoire glauque à vous raconter, c'est assez marrant. Avant de terminer cet épisode, je voudrais juste faire un petit parallèle avec des choses qui se passent actuellement. Je pense que certains d'entre vous le savent, en tout cas peut-être ceux qui vivent en France ont entendu parler de tout ça, puisque depuis quelques mois, il y a énormément de massacres d'animaux et de chevaux en fait, qui se déroulent un petit peu partout sur le territoire français. C'est un sujet dont on m'a déjà demandé de parler, mais qui a encore lieu en ce moment, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je vous en parlerai peut-être le jour où on découvrira un petit peu plus et on aura plus d'éléments pour en discuter. Pour ceux qui ne le sauraient pas éventuellement, en fait depuis plusieurs mois et principalement ces dernières semaines, il y a énormément de cas de chevaux qui sont tués quand ils sont au champ et qui sont retrouvés atrocement mutilés. Donc il y a visiblement quelque chose qui se trame actuellement, on ne sait pas encore vraiment quoi. Je sais qu'en tout cas il y a le portrait robot d'un homme qui a été diffusé. Il a aussi été question, je crois, d'une voiture qui a été signalée. Je vous mettrai tout ça à l'écran évidemment pour que vous puissiez le voir. Et on se pose énormément de questions à propos de ces massacres de chevaux, à savoir qui est derrière tout ça et pourquoi, quel est le mobile de ces actes absolument ignobles. Certains évoquent peut-être la piste d'un tueur en série, d'autres de rituels, peut-être d'une secte, de choses sataniques. On n'en sait pas trop pour le moment, j'espère qu'on en saura plus prochainement. Je vous enregistre cette vidéo un petit peu en avance, donc peut-être que au moment où cet épisode sortira, on aura plus d'informations. En tout cas, moi, au moment où je vous parle, voilà ce qu'on sait. Et bon, j'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo comme je vous disais là-dessus parce que pour l'instant on en sait trop peu. La piste du tueur en série, personnellement, c'est pas quelque chose auquel je crois pour le moment. Je trouve pas que ça ressemble vraiment à ça. Disons qu'on sait que certains tueurs en série ont commencé un petit peu leur carrière criminelle par de la torture sur des animaux, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se répète tellement qu'on n'est plus dans une personne qui s'essaye à donner la mort, mais quelqu'un qui trouve un vrai plaisir à ces actes-là. Donc je ne comprends pas forcément quel est le mobile derrière tous ces actes, si ce n'est la cruauté. Mais je me disais que j'allais vous en parler vite fait à la fin de cet épisode, puisque bon voilà, on parlait d'un animal qui avait vraisemblablement fait beaucoup de victimes parmi des animaux de bétail, donc ça se rapproche un petit peu, mais je pense que c'est très très différent. Autant dans l'histoire de la bête des Vosges, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une volonté humaine,
autant dans les actes qui se passent actuellement en France, je pense que oui, effectivement, c'est bel et bien un homme qui fait ça, enfin c'est même certain. Maintenant, savoir s'il s'agit d'un seul et même coupable ou s'il y en a plusieurs, c'est quelque chose qui reste vraiment à démontrer et j'espère qu'on en saura bientôt plus et surtout que cette série de massacres terribles sera vite arrêtée. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo, presque podcast, ne vous aura pas trop perturbé, pas trop dérangé. Ça va être comme ça pendant quelques semaines, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en introduction, je n'ai pas emmené ma caméra avec moi. Elle est beaucoup trop grosse et beaucoup trop lourde et trop fragile. J'ai pas envie de prendre le risque de la casser. Donc voilà, j'ai juste emmené mon petit micro et puis je continue à vous travailler des sujets pour pas vous laisser sans rien. Mais du coup, c'est avec ce format un petit peu différent, mais on se retrouvera en vidéo très très vite, ne vous inquiétez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.